Bonjour, du coup je vais vous parler comment tester n'importe quel code, surtout le code où vous n'êtes pas fier, c'est-à-dire du code legacy. Du coup, bon, pour me présenter, je m'appelle William Gorge, je suis dev front depuis 5 ans. Je suis dev front depuis 5 ans, j'ai touché à pas mal de codes différents, avec des langages différents. J'ai fait du Java, du C++, un petit peu de C++, un petit peu de GWT, de développement Android. Du coup, là, en ce moment, je suis développeur JavaScript à Tocantoco. J'ai eu la chance de toucher à plein de codebases différentes, mais du coup, dans mon ancien travail, j'ai pu même toucher à du code qui est vieux de plus de 20 ans. Du coup, c'était dans mon ancienne expérience. En faisant tout ça, j'ai pu apprendre pas mal de choses sur la gestion à long terme du code, et notamment du code legacy. En dehors du travail, je fais un peu de musique. Voilà, je suis dans un groupe d'électro-ambiant qui s'appelle After Carrel. Voilà, je suis en concert. On est en concert samedi, voilà, à Saint-Denis, et samedi d'après encore à Paris. Bref. Mais du coup, 2 jours, je travaille pour Tocantoco. Du coup, bon, Adrien, vous avez fait déjà un super topo. Je ne vais pas vous en parler un peu plus. Voilà, on est une plateforme de reporting data storytelling. Voilà. Mais du coup, je vais vous parler plus des tests. Et je vais vous raconter une histoire. Alors, comme tout bon meetup talk, je vais vous poser une question. Il va falloir lever les mains. Est-ce que vous avez déjà entendu non, désolé, on teste pas ce code, ou ça sert à rien, on veut pas tester ce code. Une autre question. Ok, déjà, il y a quelques. Ou sinon, est-ce que vous avez déjà entendu attention, ne touche pas à ce code, tu risques de casser quelque chose, oulala, c'est très dangereux. Ouais. Voilà. En général, en plus, ça parle du même code. Et voilà, en fait, c'est ce genre de code, du spaghetti tout moisi dont on a peur, en fait. Voilà. On va l'appeler Joe, Joe Lacarbo. Et en fait, voilà, on a peur de le jeter, en fait. On a peur qu'il nous mange la nuit et qu'il crée plein de bugs qui vont détruire toute la Terre. Voilà. Mais attention, je blâme pas. C'est naturel, en fait, que le code devienne moisi un jour ou l'autre. En fait, le code, ça a quelque chose d'un peu organique, finalement. Ça a une date de péremption, plus ou moins dans le futur. Et suivant le design initial et aussi le contexte qui change. Et nous, en fait, en tant que développeur front, on est dans un contexte qui change énormément. Du coup, c'est normal, en fait, d'avoir du code legacy qui se crée, du moisi, qui se crée à droite à gauche dans le code. Mais en fait, pour illustrer mon propos, je vais vous donner un exemple. C'est, tiens, je sors de la Conf 3000, et là, on m'a parlé d'un framework, le framework 2000, qui a l'air trop bien. Et du coup, je vais commencer à l'utiliser tout dans ma codebase, trop bien et tout. Je commence à utiliser framework 2000. Et puis, un jour, on me demande une feature très très vite, il faut que ça vienne très très vite, et on n'a pas le temps en fait. Et on ne sait pas vraiment bien le faire avec framework 2000. Du coup, on se dit, bon, allez, on va hacker un peu framework 2000, on va faire un petit hack. Promis, hein, on refactor ça dans 2 semaines, et je vous jure, c'est pas grave. Puis du coup, bon, ça fonctionne à délivrer de la valeur au client. Sauf qu'en fait, plusieurs semaines après, on oublie de refactorer. Et finalement, quelqu'un d'autre passe derrière et s'est dit, tiens, on va cacher ce hack dans un utile. Et puis finalement, un autre développeur arrive encore et voit cet utile, ah, c'est sympa cet utile, je commence à l'utiliser un peu partout. Et d'autres gens copie-collent ce code et finalement, on se retrouve avec un énorme hack qui est propagé partout dans la codebase. Et là, on se dit, ok, c'est le moment de grader Framework 2000, c'est vrai, il est un peu vieux et tout, comment on fait? Et là, on voit tout ce hack qui est propagé partout, et là, on est là, comme Darth Vader. Non, on sait pas faire, en fait. Et ça, en fait, c'est comme ça, c'est parce que le code est organique, on est des êtres humains. On fait tous des erreurs, et des petites erreurs de collaboration accumulées les unes avec les autres, ça crée du code legacy. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Est-ce que ça veut dire... le code qu'on écrit aujourd'hui, ça sera le code legacy de demain. Aujourd'hui, vous avez commité du code, j'imagine. La personne qui retournera dessus dans 5 ans se demandera, mais c'est quoi ce truc, je comprends rien.
Et c'est comme ça. Il va se dire, c'est quoi React, ce truc-là, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'a pensé React? Bon, mais voilà, c'est un fait. Après, est-ce qu'on va se suicider? Est-ce qu'on va se dire, mais en fait, notre travail, en fait, ça sert à rien en tant que développeur? Finalement, on est voué à créer du code legacy, du coup, autant faire rien, quoi. Mais non, il y a des choses pour mitiger ça. On peut prendre des actions pour faire en sorte qu'au long terme, en fait, on ait du code qui fonctionne. Comment on peut faire ça? Alors, il y a des gens qui ont déjà eu le même genre de problème, et c'est des solutions qui s'appellent test unitaire, code review, pair programming, mob programming, test-driven development, domain-driven design, etc., etc. Il y a plein d'autres solutions. Moi, je vais vous parler des tests, parce que c'est une des choses qui est, dans la communauté, on va dire, le plus reconnue comme la chose la plus importante à faire. Et aussi, c'est parce que c'est une chose qui est rarement faite. Du coup, je vais vous conseiller de comment tourner ce spaghetti tout moisi à un super code. Make your code great again. Voilà, parce que tester du nouveau code, c'est facile, hein, de faire le tutoriel et tout sur Internet, mais comment on teste dans son vrai code base avec un peu de moisi à droite à gauche? Comment on fait avec du vieux code? Voilà, je ne vais pas vous parler en détail de pourquoi en fait les tests sont utiles, parce que c'est vrai que moi j'ai eu des fois en fait ces discussions avec d'autres développeurs front qui me disent mais moi en fait j'écris pas de test, en fait, ça sert à rien. Moi ça me freine du vrai code. Et là-dessus en fait je comprends cet argument. C'est vrai qu'en 2016 un développeur web sur deux n'utilisait pas de framework de test. Oui c'est ça. C'est un sondage que j'ai lu avant, ça montre que les tests, c'est pas forcément répandu dans notre communauté en tant que développeur front. Pourtant, les tests, c'est vraiment très important. En fait. Ça prouve que ce que vous prétendez faire fonctionne, en fait. Ça prouve à l'utilisateur final, en fait, qu'il n'y a pas de bug. Ça permet de catcher les bugs quand vous allez faire des modifications de votre code base. Ça va, si on upgrade une librairie, ça va permettre de catcher les erreurs. D'un autre côté aussi, ça va améliorer votre design. C'est-à-dire que ça va vous forcer à avoir des blocs de code suffisamment indépendants pour pouvoir faire un test unitaire dessus. Et enfin, il y a une autre valeur de test qu'on parle rarement, et je trouve qui est très importante aussi, c'est la valeur de documentation. En fait, les tests sont une documentation vivante de votre code. C'est-à-dire que si un développeur arrive derrière et ne comprend pas vraiment le code qui a été écrit, il peut lire les tests unitaires et mieux comprendre en fait quelle était l'idée, quels sont les inputs attendus, quels sont les outputs attendus, quels sont les cas d'usage qu'on pense de ce code-là. Et en fait, les tests, ça a vraiment une valeur de spécification, même fonctionnelle, en dehors de technique. C'est pas pour rien, en fait, que les tests, dans le framework de test favori, ça s'appelle des specs, comme des spécifications. En fait. On décrit les spécifications fonctionnelles d'un composant. Du coup, voilà, les tests, c'est vraiment très important. Je pourrais en parler des heures, mais bon, on n'a pas le temps. Du coup, je vais commencer à vous parler de comment on teste. Alors, un des trucs de base, c'est utiliser le framework. C'est vrai. Si vous êtes dans du code clean qui utilise un framework moderne qui supporte les tests, juste suivez la doc et voilà, vous avez gagné. Évidemment, souvent on n'est pas dans ce cas-là. Comment on fait? Je vais vous donner un exemple concret. À Tocantoco, je suis arrivé, une de mes premières tâches, ça a été d'améliorer la page de login. La page de login, c'est quelque chose qu'on fait au tout début d'une application. En fait. Et elle était il était très très vieux ce code, la page de login. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, ok, on fait au tout début d'une application, c'est quelque chose de très important, et si on ne prend pas le temps de refactorer, on se retrouve avec du code legacy qui est potentiellement buggé pour le end-user. On ne veut pas ça. Et du coup, moi, je devais améliorer la page de login. J'avais le choix entre soit continuer à contribuer au spaghetti moisi, ou essayer de faire quelque chose de plus joli. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est de refactorer cette page de login qui était écrite en AngularJS, qui n'était pas testée, vers du code Vue qui était testé. Vous allez me dire, ah ouais, mais ça a dû prendre des mois, etc. Donc ça m'a pris une semaine. Pourtant, on avait des logiques d'authentification super compliquées, on supporte plein de configurations d'authentification super différentes, et on s'intègre avec le système d'authentification du client. Et bien finalement, je l'ai fait en une semaine. Comment j'ai fait? Et en plus, en une semaine, et j'ai pas le temps, le truc le plus difficile pour moi, ça a été de refactorer de la CSS. En fait, c'était pas forcément le JS. Alors, comment j'y suis arrivé, en fait, c'est en utilisant un design pattern qui s'appelle l'adapter, ou aussi ça s'appelle le wrapper.
L'adapteur, c'est quoi en fait? C'est quelque chose qui va c'est un bout de code qui va adapter deux API qui ne sont pas forcément bien compatibles. En gros, ça va être ici, on venait dans l'écosystème Angular et on va créer du Vue dans de l'Angular. Et du coup, ce bout de code va permettre d'adapter de l'Angular vers le Vue. On a 3 points d'adaptation qui sont particulièrement intéressants ici. Vue a besoin d'un point d'entrée dans le DOM, ce qu'on lui donne ici. Aussi, on va par exemple adapter, alors dans des adapteurs, on va adapter certains messages, certaines fonctions de délégation. Typiquement, pour éviter des leaks, des memory leaks, on va vouloir que le cycle de vie destroy soit aussi propagé à vue. Et du coup, ici, on propage ce signal destroy. Je ne sais pas si au fond vous arrivez à lire, ça va? Ok, cool. Un troisième point qui est particulièrement intéressant, c'est Authentication Manager. Authentication Manager, c'est un service Angular, en fait. C'est un objet qui contient plein de fonctions, qui est super compliqué et qui a été utilisé partout dans la codebase, enfin non pas partout mais à plusieurs endroits. Et du coup, si j'avais dû le refactorer lui aussi, là au lieu d'une semaine, ça m'aurait pris un mois, voire même plusieurs mois, parce qu'en fait, finalement on se dit ok, il faut que je refactore Authentication Manager, mais du coup il y a d'autres dépendances, du coup je me retrouve à refactorer de plus en plus de code. Si je mets pas de frontières, je me retrouve à refactorer toute la codebase. Or je voulais pas en fait, je veux donner de la valeur au end-user aussi rapidement. La décision pragmatique, et c'est ça, je vais en parler après, c'est souvent de faire des décisions pragmatiques quand vous testez, quand vous écrivez du code, quand vous refactorez, c'est de dire, bon, bah, j'ai refactoré pour que ma nouvelle fonctionnalité fonctionne, mais pour tout le code existant, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai injecté l'Authentication Manager. L'injection, ça permet de donner des objets au runtime à un composant. Plein de frameworks supportent l'injection, Vue supporte l'injection aussi, et du coup, ici, je lui donne l'Authentication Manager, et tout ce que je fais, c'est que je délègue en fait une logique qui était avant un peu diffuse dans Login, et je la délègue directement à Authentication Manager là où il faut. Là, j'ai caché tout plein de... Ici, c'est un composant Vue, hein, et j'ai caché plein de code du composant Vue, parce que bon, là, c'était pas intéressant, je voulais juste vous montrer le cas d'usage d'Authentication Manager. Et du coup, c'est cool, parce que bah, on a du code Vue clean qu'on s'est testé, et pour l'appel au code legacy, bah ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'appel au code legacy. Mais on ne veut pas forcément tester tout l'existant. Pareil, encore une décision pragmatique. Et on s'est dit, ok, bah, enfin, je me suis dit, du coup, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus que quand l'API, ça fonctionne, enfin, quand l'appel à l'API retourne et fonctionne, je veux que Authentication Manager soit appelé. Mais après, ce qui se passe derrière, c'est pas dans le scope de mon composant, c'est pas dans le scope de mon dev. Et du coup, je peux le tester. Voilà. Grâce à l'injection, je peux moquer Authentication Manager et du coup tester qu'il a bien été appelé. Du coup, ce que je fais, c'est j'utilise le Vue Test Utils. Vue Test Utils, c'est un utils de Vue qui permet de faire des tests unitaires sur les composants de façon très facile et rapide. Et du coup, derrière, je moque Authentication Manager et je m'assure que OnLogin Successful est bien appelé. Voilà. C'est l'injection. Ça me permet de tester ça. On est content, on a réussi à tester. Du coup, pour conclure sur le pattern adapter, c'est très bien pour transformer en fait des gros bouts de code de l'ancien vers le nouveau et de mettre une couche d'adaptation entre les deux. C'est simple. Cette couche d'adaptation n'est pas forcément testée. Du coup, ça c'est un désavantage. On rajoute un petit peu de legacy parce que ce bout de code n'est pas testé et il est voué à mourir. Mais c'est une approche pragmatique encore de se dire bon bah on y va incrémentalement. Ça demande pas mal de travail quand même et voilà. D'autres façons d'injecter du code comme ça, de gérer, mais de façon plus incrémentale, c'est d'utiliser le design pattern qui s'appelle le factory. Alors là, bon, j'ai appelé ça le factory pattern, mais c'est un peu remixé. C'est pas exactement un factory, mais bon, c'est pour vous situer les choses. Imaginons, pour vous donner un cas concret, qu'on est dans un code de chart de D3. Beaucoup, ici, il y a plein de codes. Et on a un code existant qui dessine une légende, et qui crée une légende. Et nous, on va dire que c'est même un hotfix, on a dû en fait rajouter ce petit peu de code-là pour fixer un bug. Une de nos policies aujourd'hui à Quantoco, c'est même sur les hotfix, tout le nouveau code doit être testé. Ici, on a un bout de nouveau code, bah, comment on fait pour tester? Et bien, en fait, on arrive à comprendre que ce bout de code-là qui crée la légende est suffisamment indépendant et il crée une légende derrière
et le code en dessous, il ne dépend pas forcément de ce bout de code-là. Nous, on veut s'assurer en fait que cette logique, display extra information, en fait, est bien donnée à la création de la légende, et on veut s'assurer que, en gros, la valeur sa valeur, eh bien, c'était suivant les cas. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est extraire ce bout de code dans une fonction séparée qui crée la légende. OK. Et du coup, appeler cette fonction en fait, dans le code legacy. À ce moment-là, on a créé cette fonction, on peut du coup la stubber et asserter qu'elle a bien été appelée avec le bon paramètre. Ici, du coup, on teste bien ce bout de code ici qu'on vient d'ajouter. On stub create chart legend, etc. Du coup, on a mis tout le code legacy, tout le bout de code qui dépend de notre nouveau code dans une factory à côté, et on assert qu'elle est bien appelée avec le bon paramètre. On a testé notre nouveau code, on est content. Du coup, le pattern factory ou ce genre de technique, c'est bien pour tester des petits bouts de nouveau code dont le legacy en dépend. Enfin, dans le code legacy. Ça vous permet d'injecter des objets au runtime, de changer l'injection. On peut même dire que la legend derrière, ça pouvait être un objet qui est utilisé derrière. On peut très bien stubber le retour de cette fonction, etc. Voilà, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent. Un autre, alors c'est plus un pattern, mais c'est plus un paradigme dont on peut s'inspirer. Et finalement, en fait, j'en parlais, enfin, c'est un peu similaire à ce que je disais auparavant. C'est tous les paradigmes du functional programming. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce que c'est un peu le functional programming ou pas. Ça vous dit quelque chose? Non? Functional programming, c'est tout simplement faire des fonctions. Ouais. Mais des fonctions qui ne font rien en dehors de prendre des inputs et retourner quelque chose. Elles ne changent rien en dehors de ça. En fait. Elles ne vont pas muter ce qu'elles ont pris en paramètres et elles ne vont pas changer des choses externes à leurs fonctions. C'est des fonctions pures. Il y a d'autres caractéristiques du functional programming que je ne vais pas parler aujourd'hui, mais je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez bien de ce dont je parlais. Imaginons, pareil, on a un code de chart assez conséquent, avec pas mal de choses un peu complexes, et on a deux fonctions, drawVariation, drawSparkLine. Très bien, bon, ça a l'air pas trop mal. Sauf que, en fait, je crée une nouvelle feature, et là, ma nouvelle feature, en fait, on veut, suivant les cas, faire drawVariation, suivant d'autres cas, drawSparkLine. Tout ça, c'est du nouveau code. Okay. Imaginons même que ce code-là, il est un peu disséminé à droite à gauche. En fait, functional programming, c'est quoi? C'est d'abord identifier le bout de code qui est suffisamment cohérent pour que ça soit une fonction. Du coup, on va prendre ce bout de code-là, on va se dire, ah tiens, ça, c'est suffisamment cohérent, c'est probablement une fonction. Ensuite, on va identifier les inputs et les outputs. Les outputs, c'est souvent ce qui est à gauche des signes égaux, et égal, ce qui est à droite des signes égales, c'est des inputs, ou dans les if. Du coup, on identifie les inputs et les outputs. Les inputs sont en bleu, les outputs sont en orange. Alors, en identifiant les inputs et les outputs, derrière, on peut créer une fonction comme paramètre à les inputs et retourne un objet contenant les outputs. Voilà. Du coup, on crée cette fonction. Et là, on commence déjà à comprendre l'intérêt de la modélisation. On dit, ah ok, du coup, on a créé une fonction. En lisant rien que les inputs et les outputs, on comprend que c'est probablement une fonction qui est autour de layout. Alors que ce n'était pas forcément clair avant. Et en plus, du coup, on peut la nommer vraiment layout, explicitement. On gagne en design. Dans le code existant, on peut remplacer le code dans le code legacy par l'appel à la fonction. Et du coup, derrière, on crée notre fonction qui contient notre logique. En renommant un peu les choses et tout, on se retrouve avec une fonction pure, et du coup qu'on peut tester unitairement très facilement. Voilà. Du coup, on se retrouve avec un bout de code avant qui n'était pas testable parce que c'était un peu imbriqué, à ok, j'identifie ma fonctionnalité, je l'isole dans un bloc, et je peux la tester. Du coup, le functional programming, c'est très bien pour tester des petits bouts de nouveau code dans un bon gros bout de legacy code. Ça améliore la maintenance de votre code, etc. C'est très bon pour splitter une logique très complexe en petites logiques de fonctions qu'on peut tester et qui sont plus simples. Voilà. Mais ça ne cache pas le fait qu'un jour ou l'autre, il va falloir que vous refacturez votre chart. Mais voilà. Pour terminer, le pattern décorateur, c'est quoi? En gros, c'est pour dire, ok, on veut changer les propriétés d'un objet au runtime. Du coup, imaginons dans ma composante login, j'ai une méthode et j'ai une fonction legacy login with SSO, et en fait, ça, en fait, j'arrive pas à le tester, c'est trop compliqué.
et peut-être que je ne veux pas le tester en fait. Moi, ce que je veux tester, c'est que quand je clique sur Login SSO Button, cette fonction est bien appelée dans ce cas-là. Et bien en fait, on va pouvoir stubber cette fonction-là avec nos frameworks de stub, et du coup, asserter que Legacy est bien appelé dans ce cas-là. Vue TestUse nous permet de le faire via en fait un stub de méthode ici. Et du coup, si on stop ça, on va pouvoir asserter que la méthode est bien appelée dans notre cas. C'est pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne veut pas tester tout ça, c'est trop compliqué. On se dit c'est important de tester ça, on teste ce cas-là. Voilà, c'est un choix pragmatique. Voilà, ça c'est pour le pattern décorateur. Du coup, c'est bien pour tester dans du nouveau code. On a un petit bout de code legacy qu'on ne sait pas le gérer. Ok, on est pragmatique, on se dit, nous, ce qui est important, c'est la logique autour de ce bout de code legacy. On va isoler ce bout de code legacy dans une fonction et le stubber dans nos tests. Voilà. Du coup, pour conclure, voilà. Est-ce que vous êtes prêts à catcher des bugs? Il y a plein d'autres patterns dont je n'ai pas parlé, parce que sinon on en aurait plus longtemps. Et il y a plein d'autres techniques qu'on peut utiliser pour pouvoir tester du code legacy. Surtout, le message que je vais vous donner, c'est soyez le plus pragmatique possible. Il ne faut pas passer trop de temps sur les tests, ni pas assez. Les tests, ça ne devrait pas être une pain pour nous. Ça devrait être quelque chose qu'on fait, c'est un réflexe qu'on fait dans la vie de tous les jours en tant que développeur. Se poser les questions, quels sont les inputs, quels sont les outputs attendus, qu'est-ce qu'on fait en fait. Et c'est quelque chose qui fait partie de notre métier. Et surtout, en fait, c'est pouvoir expliquer notre code aussi aux prochains développeurs qui vont pouvoir passer, qui vont passer, et de devoir maintenir ce code-là. J'ai pas parlé de plein d'autres genres de tests. Moi, je parlais des tests unitaires. Il y a d'autres genres de tests, end-to-end, intégration, dont j'ai pas parlé ici. Il y a plein d'articles dessus. Je vous conseille particulièrement le ticket de bloc de Martin Fowler sur Pragmatic Test Pyramid, qui est vachement intéressant. Voilà. Pour aller plus loin encore, voilà, les design patterns de façon générale, là j'en ai parlé de quelques-uns, mais les design patterns c'est quelque chose qui vient un peu plus de la PO, de la programmation orientée objet, mais c'est quelque chose qui c'est une boîte à outils super puissante sur laquelle on peut l'utiliser à plusieurs sauces, à plusieurs langages différents, et voilà, c'est très puissant. Le code legacy, c'est pas facile à gérer, ça s'apprend avec l'expérience. Surtout, n'hésitez pas à vous entraîner via des katas, des dojos, avec des gens plus seniors qui connaissent plus le code ou pas, enfin voilà. Surtout, entraînez-vous, et si vous êtes senior et que vous connaissez bien, vous êtes à l'aise à gérer avec le code legacy, n'hésitez pas à prendre du temps pour mentorer les juniors. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un état perpétuel d'inexpérience, on a tout le temps des nouveaux développeurs qui arrivent, il faut les former. Il faut qu'on arrive à envoyer le moins de bugs possible parce que notre profession en dépend. Voilà. Merci. Voilà, si vous voulez revenir à Tucantoco, on a plein de jobs ouverts. Voilà. Merci. On va peut-être prendre 2-3 questions, s'il y en a. Oui, derrière le poteau. Ouais. Une question par rapport aux fonctions qui seraient privées, des méthodes qui ne seraient pas exposées dans le module. Oui, du coup, oui, pardon. Oui, c'est une bonne remarque. Effectivement, si on prend par exemple le cas ici du login, on voit que en fait, en stubant legacy login with SSO, en fait, on introduit une dépendance du test vers quelque chose qui est interne aux composants, qu'on ne veut pas forcément exposer. Pareil, c'est un choix pragmatique. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que dans mes tests, quand je vois qu'il n'y a pas d'autre solution, et que je vois que je dois exposer quelque chose d'interne pour le test, en fait, je l'expose et je mets un commentaire, attention, c'est visible pour le test. Voilà. C'est une approche comme une autre. Il y a des arguments purs et des arguments contre, mais c'est clair que pour moi, le plus important, c'est de rendre le code pareil, testable. Après, c'est vrai que des fois, c'est pas forcément bon pour le design. Du coup, il faut réfléchir, pareil, c'est pragmatique, quel est le meilleur retour sur investissement, voilà. Il n'y a pas de solution miracle. D'autres questions? Est-ce que tu peux peut-être rappeler les termes mock, stub, assert pour tout le monde qui va faire évident avec? Oui. Ok. Un mock, du coup,
c'est quelque chose de faux qu'on va créer, un objet ou une fonction qu'on va créer pour le test. Un mock, ça va être typiquement, au lieu d'utiliser un vrai objet, une vraie fonction de production, c'est je vais faire semblant, un objet qui fait semblant en fait. C'est un peu ça. Un stub par contre, c'est plus pour les fonctions. C'est en fait, au lieu d'avoir une vraie fonction, un vrai code, en fait on va écrire par-dessus la fonction et mettre une fausse fonction sur laquelle on va pouvoir même avoir la main dessus pour asserter, en fait, pour s'assurer qu'elle ait bien été appelée avec les bons arguments, etc. Les assertions, c'est typique. Ça va être je veux que cette fonction retourne ça. C'est une expression de dire je veux. Oui, c'est putain, j'ai du mal à le dire en français. Voilà, c'est vraiment Cette fonction devrait. cette fonction devrait faire ça. C'est ça une assertion. L'assertion d'ailleurs, c'est un des trucs compliqués à faire en test. Il faut savoir bien écrire les assertions. Des fois, souvent l'assertion, par exemple, on va vouloir faire trop d'assertions et du coup, ça rend notre code très difficilement refactorable parce qu'on a testé trop de cas en fait. Il ne faut pas non plus faire des assertions trop légères. Voilà. Tu peux en montrer une? De quoi? Une assertion. Une assertion, oui, bien sûr. Je sais pas En bas, si ça se voit là en bas, voilà. Displace program should be false. Ça ressemble aussi à une assertion. Et une assertion, en fait, du coup, c'est ça va faire une assertion, doit lever une erreur si l'expression qu'on lui donne, la chose qu'on lui donne n'est pas vraie. Du coup, should display program should be false, ça veut dire que si ça vaut vrai, ça lance une erreur. Le test lance une erreur. Du coup, devient rouge. J'espère que c'est clair. Peut-être une dernière question? Quel mécanisme tu utilises pour injecter des modes, des stubs? Qu'est-ce que tu utilises? Alors ça dépend, du coup dans un composant vue, comme je le montrais, il y a voilà. Ici on peut faire, il y a l'injection native de vue, du coup. Par paramétrage? Pardon? Par paramétrage? Oui. Il y a d'autres façons de faire, c'est-à-dire avec typiquement des fonctions scopées par exemple, imagine que tu as un objet, ok. Ton objet, tu peux très bien lui mettre une méthode, une fonction qui va être visible que pour le test, qui va être set tadada, et du coup tu peux setter un comportement en fait exclusif pour le test grâce à cette fonction qui va être accessible par le test, ce genre de choses. Tu as plein de façons d'injecter, du coup là j'en ai parlé de façon générale, c'est créer des fonctions en fait, qui vont permettre d'écrire sur ton composant. Vutest utilise aussi permet d'injecter, de changer des fonctions, etc. JavaScript, c'est un langage super flexible sur lequel on peut vraiment faire plein de choses. Et du coup, ça nous permet de réécrire sur des fonctions, réécrire sur des champs et tout. Du coup, la plupart du temps, en fait, injecter les choses, c'est pas super compliqué. Sauf si le code est trop invoqué. Ah, j'ai répondu à ta question. Moi, je pensais, c'est une injection nettement, parce que tu peux avoir un fichier où Oui. tu mets un paramètre. Ah oui, tu parles genre un truc genre geste. Oui. C'est-à-dire pas le coder, mais à un moment donné, Ah oui. tu vas commencer à. Oui, je sais qu'il y a des choses comme ça. Automatiquement, en fait, et injecter, avoir un fichier qui décrit. Ouais. En Java, il y a des trucs comme ça. En JavaScript. Je pensais à, par exemple, à des vraiment petites strings avec de l'injection Ouais, de dépendance. exactement. Je ne sais pas si tu avais l'équivalent. En JavaScript, je sais pas. On n'a pas de librairie comme ça. Enfin, j'ai pas utilisé de librairie comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est l'inconvénient de ce genre de librairie, c'est souvent des machines à gaz et tu as tellement de comportements cachés runtime que finalement, en fait, quand tu as un problème avec ce genre de choses, enfin, moi avec Spring par exemple, je me suis énormément battu. Des fois avec les bins, etc., c'était souvent, tu as des problèmes runtime, tu comprends rien ce qui se passe. Et voilà, notamment Spring Boot. Voilà. Enfin, c'est cool, je vois qu'il y a d'autres devs Java ici.
Ok, bah, merci beaucoup. Ouais. Si vous avez d'autres questions, on pourra après. Ouais. Merci. Merci.